Déjà dans l'intitulé, il y a beaucoup d'informations. Cette notion de gestion, la notion de plaie biliaire et la notion de découverte péropératoire qui est un timing particulier. Alors une plaie biliaire, c'est quelque chose qui arrive. Et ça arrive assez souvent. Ça arrive sur une cholécystectomie sur 200, si on considère les statistiques de façon globale. Et à l'échelle de la carrière d'un chirurgien, ça arrive finalement à un chirurgien sur deux. Donc c'est une question qui nous concerne tous. Qui nous concerne tous, parce que ça arrive et ça arrive souvent. Une plaie biliaire, ça arrive et c'est grave. C'est grave d'un point de vue médico-légal, d'un point de vue médical, à tout point de vue. Et ce diagramme montre, à l'échelle d'une population, 1,5 million de cholécystectomies aux États-Unis, le différentiel en survie qu'il y a entre un patient qui a eu une cholécystectomie sans plaie biliaire, donc en bas, et un patient qui a eu une cholécystectomie avec une plaie biliaire. Et le différentiel à 10 ans, il est, vous le voyez, sur la mortalité, une multiplication par 3. Et donc, c'est quelque chose qui est extrêmement grave, qui a des conséquences immédiates et des conséquences à long terme. D'accord ? Donc, une plaie biliaire, c'est fréquent et c'est extrêmement grave. Pour être schématique, on considère qu'il y a deux familles de plaies. Des plaies qui vont consister en des fuites. Et souvenez-vous, on est en situation péropératoire. Donc, c'est les situations où, pour utiliser un vocabulaire qui est celui de tous les jours, on va avoir de la bile dans le champ opératoire. On a fini la cholécystectomie. La compresse qu'on met, si on est en laparotomie, est souillée. Voilà, l'ambiance est un petit peu verte ou jaune si on est en laparoscopie. Donc c'est cette idée qu'il y a de la bile anormalement présente dans le champ opératoire. La deuxième famille de plaies, ce sont ce qu'on va appeler les obstructions. Les obstructions, moi je les ai résumées de façon un petit peu triviale là aussi, en deux situations. Il y a trop de canaux. On a coupé le premier canal cystique, le deuxième canal cystique, le troisième canal cystique. Donc voilà, le compte n'y est pas. Donc il y a deux éléments et seulement deux éléments à couper. Et si on en coupe trop, c'est qu'il y a un problème. D'accord ? La deuxième façon d'exprimer ça de façon là aussi un petit peu familière, c'est d'avoir une vision trop belle des éléments du pédicule hépatique. Alors, vous êtes là, vous avez fini votre laparoscopie, et puis vous voyez une superbe artère hépatique, ou la veine porte, ou la voie biliaire, la branche gauche, des choses. Quand c'est trop beau, c'est qu'il y a un problème. D'accord ? Donc dans ces deux situations-là, il faut suspecter et craindre qu'on soit dans une situation où on a obstrué d'une manière ou d'une autre la voie biliaire principale. Alors je vous ai dit que c'était fréquent, je vous ai dit que c'était grave, qu'il y avait deux familles de plaies, les fuites et les obstructions. Et finalement, on va voir les choses du bon côté. En considérant que finalement, le fait d'avoir détecté une plaie en péropératoire, c'était mieux. Finalement, c'est beaucoup mieux que de s'en rendre compte après. Donc pour des raisons simples, c'est qu'en péropératoire, on a une occasion, une opportunité d'éviter le cholépéritoine, parce que sur le diagramme montré, quand on analyse les dossiers en profondeur, on se rend compte que ce qui tue les malades, c'est quoi ? C'est le cholépéritoine. C'est la péritonite biliaire, finalement, qui tue les malades. Et donc, à ventre ouvert, si on suspecte ou si on confirme une plaie biliaire, c'est une occasion d'éviter le cholépéritoine par un simple drainage ou par une réparation. La deuxième opportunité qu'il faut bien saisir, c'est celle de réparer. On a l'opportunité de réparer immédiatement cette plaie et la réparer dans une situation de timing qui est favorable. Je vous l'ai figuré ici sur ce diagramme. Donc on est à J0, on est en péropératoire. Et jusqu'à J2, avant d'avoir l'effet inflammatoire, pro-inflammatoire de la bile, on est dans une situation où les tissus vont supporter une suture, vont supporter une réparation favorable. D'accord ? Donc on a une opportunité en termes de timing, en termes de conditions donc locales pour faire une réparation parfaite. Alors quelles sont les options de prise en charge ? On s'est rendu compte qu'il y avait une plaie, obstruction ou fuite. Finalement, on n'a pas le choix entre un millier d'options. La première, c'est drainer l'abdomen. On met un tuyau au contact ou une lame et puis on s'arrête là. Deuxième option, c'est de mettre un drain dans les voies biliaires, un drain de Kerr généralement. La troisième option, c'est de suturer de façon idéale les voies biliaires, fermer le trou bilio-biliaire ou faire une instomose bilio-biliaire. Et puis la quatrième option, c'est de faire une réparation que tout le monde sait faire, qui est une hépatico-jéjunostomie sur anse en Y. Donc voilà 4 options qui résument finalement toutes les situations. Je vous ai mis un téléphone, c'est un téléphone un peu ancien, c'est pas un iPhone. Et ce téléphone-là vous dit que ces options de prise en charge doivent être considérées au sens large. C'est-à-dire que c'est finalement, on ne doit pas considérer seulement ses propres capacités, mais aussi les capacités qui sont celles de nous-mêmes, mais assistées d'un collègue qui est de passage, d'un collègue qu'on a appelé, d'un collègue qu'on a consulté par téléphone et qui va nous rassurer, nous calmer, nous recommander quoi faire. Et préparer avec nous un plan
pour le malade, un plan global qui peut être une évacuation, qui peut être un déplacement d'un chirurgien vers le centre où la plaie est faite, ou l'inverse. D'accord? Donc il faut considérer ces options de façon globale. Pour s'engager dans une prise en charge efficace, il y a deux règles. La première, c'est de comprendre. On ne peut pas envisager une bonne réparation, une réparation qui soit bonne, sans comprendre. Comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Si on ne comprend pas parfaitement ce qui s'est passé, le mécanisme, est-ce que c'est électrique, est-ce que c'est par une section au crochet, et puis comprendre l'anatomie biliaire, et là je rejoins un peu ce qu'a dit Citral, il faut être en situation, pour respecter cette règle-là, d'effectuer une cholangiographie et de l'interpréter correctement. La deuxième règle, c'est que si on répare, il faut être dans l'idée qu'on est dans une stratégie de réparation définitive. D'accord? Donc réparation parfaite, ne pas consommer de l'étoffe biliaire qui va compliquer les choses par la suite. Et donc ça, ce sont des données qui sont très très connues et qui comparent la situation où la plaie a été réparée par le chirurgien qui a fait la plaie versus celle où il fait appel à quelqu'un qui a plus d'expertise en chirurgie biliaire. Et les données sont les suivantes. La réparation marche quand c'est celui qui a fait la plaie qui répare dans 17% des cas, et 94% des cas quand c'est quelqu'un qui a plus d'expertise. Et regardez les deux autres informations, pour moi elles sont encore plus importantes, c'est que la durée de maladie cumulée, c'est-à-dire hospitalisation de la cholécystectomie, l'évacuation, le premier drainage, la radiologie, finalement on a un cumul et un coût de la maladie qui est énorme quand la réparation initiale est mauvaise, 222 jours, presque une année de cumulé, versus 78 jours, et une surmortalité qui est aussi confirmée dans cette étude. Alors comment gérer les fuites? Très très facilement, en tenant compte des règles que je viens de vous rappeler. Là, parfois c'est très simple, il y a de la bile et la bile vient du canal cystique qui a été mal agrafé, et là je pense que tout le monde est capable de faire, c'est une réparation finalement, on va mettre un clip sur le cystique. Parfois c'est un canal aberrant dans le vésiculaire, on peut le traiter soit par une ligature ou par un clip, et donc on est dans une situation où on comprend l'anatomie, on comprend ce qui s'est passé, et on est en mesure de proposer une réparation définitive. Il y a des situations un petit peu plus compliquées. À droite, c'est une plaie latérale de la voie biliaire. Si on fait une opacification, on se rend compte qu'on a bien compris que tout va bien, qu'il n'y a pas de calcul résiduel qui va compromettre la réparation, on peut soit réparer avec du fil fin, soit mettre un drain de Kerr et la situation est réglée. Troisième situation un peu plus délicate, on a un canal sectoriel ou segmentaire aberrant, et là, il faut prendre une décision qui est importante. Est-ce qu'on va le sacrifier en mettant un clip? Est-ce qu'on va réparer sur quelque chose de très très fin qui va probablement fuir? Ça, je pense que ça devient un petit peu compliqué dans cette situation-là. C'est au cas par cas, il faut peut-être clipper, évacuer, faire l'imagerie après. Je suis incapable de vous le dire, c'est vraiment au cas par cas que ces situations sont gérées. Voilà pour les fuites de façon globale. En 8 minutes, on ne peut pas faire l'inventaire de toutes les situations. Pour les obstructions, s'il faut retenir une idée, c'est celle de la perte de substance biliaire. La vraie question, c'est de savoir si on a une perte de substance biliaire ou pas. S'il n'y a pas de perte de substance, on peut être dans une situation, si on a bien compris, de mettre un drain de Kerr, essayer de faire une réparation qui préserve la continuité biliaire. Si la perte de substance est importante, c'est illusoire de penser qu'on va suturer et que ça va tenir. Il faut essayer de faire une réparation hépatico-jéjunale, et je vous ai montré les résultats différentiels. Dans cette situation-là, soit on est aidé par quelqu'un qui maîtrise ces techniques-là, on peut l'appeler, il peut se déplacer, soit un drainage, soit biliaire, soit au contact par une lame ou un drain, et une évacuation rapide vers un centre où on peut avoir une réparation avant la phase inflammatoire qui est de 48 heures. Donc on a quand même 48 heures pour gérer. Il nous est arrivé d'opérer des malades dans la nuit dans ces situations-là. On a vraiment 48 heures, ce qui est largement le temps d'évacuer un patient et de prévoir une réparation biliaire. Il me reste 1 minute, je vais donc conclure. Le premier message, c'est qu'il faut avoir une stratégie de prévention et de détection quand on fait des cholécystectomies. Il faut envisager les mauvais scénarios par avance. Et donc ça implique un savoir donc, cognitif, des connaissances, un savoir-faire, qui est celui de faire une cholangiographie, de l'analyser et d'avoir un accès à la cholangiographie. Maîtrise technique de la cholécystectomie, ça a été rappelé, mais je pense que dans la salle, l'idée qu'il fallait faire une vue de sécurité est acquise. Et avoir une bonne attitude. Les plaies biliaires sont souvent un problème d'attitude. C'est une maladie de l'attitude. La mauvaise gestion, les catastrophes qui arrivent après plaies biliaires sont souvent des questions d'attitude. Et je pense que la bonne réponse à ces questions d'attitude, passer un coup de fil, respirer, enlever ses gants et sa casaque, réfléchir et avoir quelqu'un au bout du fil. Vraiment avoir quelqu'un au bout du fil, ça peut gérer une situation qui, si on a quelqu'un qui analyse la situation de façon objective, va vous dire juste on arrête, on met un drain, et 90% des situations peuvent être gérées de cette façon-là. Je conclue avec les dernières plates pour rappeler quelque chose qui finalement va vous paraître évident, mais qui moi me parle, c'est de rappeler que la cholécystectomie, finalement, c'est vraiment l'ablation de la vésicule sans plaie biliaire. Il faut donc prévenir. Je vous remercie.